Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Blavier avec qui nous allons parler émotion et une de ses petites spécialités, détection du mensonge ou de la vérité. Arnaud, tu as un solide vécu en aviation, en management, en analyse comportementale. Tu es l'un des spécialistes de la lecture des émotions et de l'évaluation de la vérité. Wow, ça, c'est quand même une sacrée corde à son arc, hein. Bienvenue Arnaud. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais c'est un grand plaisir. Alors j'avoue que je suis un peu dans mes petits souliers hein. Depuis tout à l'heure. Je me dis qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas, sur quel sujet il est en train de m'analyser. Est-ce que toi c'est un mécanisme permanent quand tu rencontres des gens? Alors non, c'est vraiment une bonne question qui revient régulièrement et surtout dans les rencontres PM, mais non pas du tout parce que analyser les gens de manière consciente, ça demande pas mal d'attention et d'énergie. Le but c'est pas de faire tout le temps et puis le faire tout le temps, ça pourrait aussi être perçu comme intrusif. Et le but n'est pas d'être intrusif, c'est de respecter l'autre, respecter son choix, justement de ne pas dévoiler certaines choses. Et c'est uniquement quand le mandat est donné que finalement je vais me permettre de mettre en œuvre certains outils ou certaines méthodes. Mais le but n'est pas de le faire en permanence. Donc tu l'as dit, tu as dit les mots outils et méthodes. Donc là, on s'appuie sur quand même un savoir-faire, un bagage technique. Juste un petit peu en arrière, comment t'en es arrivé à t'intéresser à ces sujets-là, Arnaud? Alors, pareil, ça remonte quand même à une paire d'années, puisque, alors ça, c'est pas sur mon CV. Quand j'étais très jeune, je travaillais la nuit. Et en travaillant de nuit, je me suis retrouvé à travailler comme agent de sécurité portier en boîte de nuit, je ne sais pas comment on dit ici. Ouais. Et l'idée, c'était de filtrer finalement les gens à l'entrée et tout ça sur base finalement d'une forme d'analyse comportementale. Et donc, il y a des choses que je me suis retrouvé à faire de manière assez instinctive, mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Et j'avais besoin de mettre des mots dessus. Et puis... T'étais physio un peu, quoi. C'était le fameux physio. Le côté physio, oui. Et puis, je suis rentré dans le management très jeune, je suis tombé dans le management à 19 ans et je me suis rendu compte que les méthodes que j'avais à l'époque pour gérer, pour piloter, n'étaient pas les bonnes. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'humain et à des techniques de communication, de lecture, etc. pour appliquer au management. Ce qui m'a permis de passer à différentes tailles d'équipe, jusqu'à 1200 personnes. Et puis, un beau jour, j'ai décidé de me retirer de ça, de me consacrer à ce qui finalement était ma passion, c'était l'humain, la compréhension de l'humain, mais avec un ancrage fort qui était le côté scientifique. Parce que je trouvais à l'époque qu'il y avait trop de charlatans, et l'idée c'était d'avoir des méthodes rigoureuses, des méthodes scientifiques, justement pour le bien de l'autre. Et donc ça a été ce mélange, cette combinaison des deux, l'intérêt de l'humain et l'intérêt de la science qui m'a amené sur cet aspect-là. Bon, on peut peut-être partir du bagage théorique et du bagage scientifique, comme ça on pose un peu quelques bases, et ensuite on peut parler des humains. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme littérature sur le sujet? Alors, la littérature, d'abord, première chose, c'est qu'elle est principalement en anglais, ou en langue anglaise. Et finalement, un des maîtres en la matière, ou une des personnes les plus reconnues, c'est le docteur Paul Ekman, dont on parle assez souvent. Après, il y en a d'autres, si on va plus sur le côté mensonge, qui est le docteur Albert Wright. Donc, il y a différentes choses qui vont se retrouver à ce niveau-là, mais principalement en langue anglaise. Donc ça, c'était un frein? Non, tu étais déjà anglophone, toi? Alors, de par mon parcours en aviation... je parlais anglais et j'ai informé en anglais, et donc c'était pas un frein du tout. Ce qui m'a permis justement d'aller me faire former en Angleterre, aux États-Unis, à différentes méthodes, et donc entre autres avec le Dr Ekman et puis d'autres par après. Donc toi, tu l'as rencontré, c'est lui qui t'a formé? Alors j'ai été formé par son école. D'accord. Dans le cadre de mon perfectionnement, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, oui, pour pouvoir justement échanger dans les aspects fins des méthodes, parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les écrits, et c'est en échangeant avec l'homme que ça a permis de nuancer certaines choses. Et encore une fois, il y a l'interprétation qui peut être donnée à certaines choses, mais il y avait finalement la mission aussi derrière, et cette mission de comprendre les autres, de comprendre la mécanique émotionnelle, et ce que ça peut nous amener dans nos relations à l'autre. Et alors cette relation qui peut être très constructive, qu'on va appliquer aussi en management et autres, mais qui a ce côté un peu plus intrusif de détection du mensonge, d'analyse de la vérité, qu'on va retrouver peut-être des fois dans des aspects de recrutement ou des aspects judiciaires. Donc le docteur Paul Ekman, on est dans les années 70 dans ses travaux? Alors lui, on est quand même 50, 60, 70. Ah ok, 70 c'était la fin, il avait déjà bien documenté ces sujets. Il y a des publications qui sont intéressantes, qui datent de 78 par exemple, etc. Et Mill a contribué jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Et c'était quoi les révélations alors dans les années 50, 60, 70? C'est quoi les révélations qui toi t'ont passionné dès le début? C'est le côté l'universalité des émotions. À l'époque, il y a deux théories qui s'opposent. Une, Margaret Mead, qui est une anthropologue et qui explique que finalement, les émotions, en tout cas les expressions faciales, sont plutôt liées à la culture. Et puis, il y a une autre théorie qui dit que non, c'est universel. Et là, c'est le côté Darwin, le darwinisme. Et en fait, les deux théories s'opposent à l'époque et personne n'a tiré ça au clair.
Et c'est lui qui, au travers de ses voyages, va se rendre compte qu'il y a effectivement une série d'expressions faciales qui sont communes. Et puis, pour pouvoir valider ça, il va se rendre en Papouasie, Nouvelle-Guinée, faire une série d'expériences avec finalement les locaux qui avaient été isolés de la population blanche. Et il va se rendre compte qu'il y a bien donc, une série d'expressions faciales qui sont universelles. Et donc ça va quand même changer la phase de la donne, parce que voilà, qu'on soit avec un interlocuteur français, européen au sens large ou d'ailleurs, et qu'on parle la même langue ou pas la même religion, on va pouvoir décoder une certaine série d'indicateurs. Donc là, on cartographie les émotions. On va permettre de cartographier un certain nombre d'émotions. Et ce qui va aller plus loin aussi, c'est leur déclencheur et leurs rôles sociaux. Donc ça donne une palette finalement d'outils dans l'interaction avec nos congénères. Alors, est-ce que on peut les rappeler? Tu peux nous les donner, les grandes émotions, les principales? Elles ont été bien racontées dans un film aussi, vice-versa, qui permet, moi j'y pense souvent quand j'ai besoin de me rappeler, je me dis, attends, il y avait lesquelles, c'était quoi les émotions souches? Et donc dans vice-versa, on en retrouve 5. Parce qu'il y a globalement un consensus scientifique sur ces 5-là, qui sont la surprise, la surprise n'est pas dans le verset, donc la peur, la joie, la colère, le dégoût, je pense qu'il m'en manque toujours un, et puis ont été à rajouter par exemple... Je crois que c'était 4, alors tu vois, moi j'avais ces 4-là. Il y en a 5, ok. Et les 2 qu'on ne retrouve pas dans le verset, mais qui apparaissent dans les publications, il y a la surprise et le mépris. Et la première remarque que je m'étais fait, c'est qu'on dirait que comme ça, elles sont très connotées, ces émotions-là. Et elles ont, pour la majorité, une connotation, à part la joie, plutôt négative. Alors, oui, et ça reste finalement lié à l'interprétation qu'on porte, ou presque ce qui est devenu assez public ou facile d'accès. Mais il faut d'abord qu'on se repose la question de c'est quoi une émotion, ça sert à quoi une émotion? Les émotions que nous avons, elles sont là à deux fins. Un élément de communication. Lorsque j'ai une émotion et que mon expression faciale change, ça te permet ici en l'occurrence de voir qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc c'est vraiment un élément de communication. Avant d'avoir le verbal, il y avait le non-verbal, et donc ça permettait entre autres aux animaux, donc avant le langage, de communiquer entre eux. Et voilà. Et puis on peut avoir ce côté, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et globalement, émotion, elle vient de movere, mise en mouvement. C'est une mise en mouvement automatique, non consciente, afin d'assurer notre survie. Alors, le plus simple, c'est le côté peur. Mais donc, même lorsque j'ai peur, c'est clair que le ressenti intérieur n'est pas agréable et on pourrait le connoter de négatif. Le rôle de l'émotion est très positif puisqu'elle nous signale qu'il se passe quelque chose d'important pour moi et que je dois traiter cette info d'une manière ou d'une autre. Et donc, les différentes émotions ont différents messages. Pour la peur, ça va nous signaler qu'il y a un danger. Alors, attention, conscient, inconscient. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir conscience de ces émotions et de pouvoir quelque part les mapper. Et puis, par exemple, la tristesse va nous informer qu'il y a une perte de quelque chose, de quelqu'un auquel on tient. Et donc, si dans certaines situations, on a des rappels de tristesse et qu'on ne comprend pas pourquoi, encore une fois, c'est peut-être se poser la question, s'il y a un élément de répétition, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, encore une fois, c'est important qu'on change presque le mot ou la perception qu'on a. Toutes les émotions sont positives. Elles nous informent qu'il se passe quelque chose d'important pour moi. Le tout après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et quand on va parler d'intelligence émotionnelle, c'est un peu ça aussi, savoir finalement cette intelligence, cette conscience de son état émotionnel pour pouvoir après se poser là-dessus et trouver le choix le plus approprié par rapport à l'émotion et éviter de se faire déborder par l'émotion qu'on est en train de vivre à un moment donné. Et Arnaud, je vais te poser une question naïve. J'ai l'impression d'avoir entendu parler de ça très très tard dans ma vie, peut-être à l'APM, si je grossis un peu le train. Moi, je suis rentré jeune. Mais j'ai l'impression que c'est presque les premiers moments où on m'a dit les émotions, ça existe. Les émotions, voilà comment elles se nomment. Les émotions, c'est pas sale. Il va falloir que tu arrives à les comprendre pour pouvoir en faire quelque chose. Et est-ce qu'il n'y a que moi qui suis passé à travers de cet enseignement à l'école ou est-ce que c'est absent? Alors, je pense que ça a été absent pendant un certain nombre de presque générations. Et moi, à mon époque non plus, on ne parlait pas d'émotions. C'était complètement tabou. Et le système au sens large, finalement, vient sur un peu ce côté Descartes. Si je pense, donc je suis, la pensée était mise en avant, pays d'ingénieurs, pensée rationnelle. Et il y a l'autre aspect aussi, c'est que si on remonte justement dans les années 70 ou un peu avant, si on regarde le nombre de scientifiques qui s'intéressaient aux émotions, il y en avait de mémoire 6. Aujourd'hui, ils sont à mon avis une bonne centaine à faire ça de manière, j'en viens professionnelle, bien entendu. Donc, c'était peu connu et puis ça collait pas à l'image de l'époque, ce qui était important à l'époque. Les choses changent.
on commence à mieux comprendre les émotions, le rôle des émotions, l'impact des émotions sur soi et sur la relation autrui. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi certaines écoles qui, maintenant, font un apprentissage ou permettent un apprentissage très, très jeune aux enfants, déjà dès le premier âge, avec des jeux ou le fait de demander l'état émotionnel de l'enfant en début de journée pour qu'il puisse labelliser les choses. Donc, maintenant, c'est en train vraiment d'apparaître. Ouais, moi, une de mes premières expériences avec ça, c'était finalement la météo. Et ça, j'ai découvert ça à l'APM où on me disait, on commençait la journée par OK, on va faire une petite météo, donc avec la métaphore météorologique. Et c'était une des premières fois où, d'une part, on se disait OK, il faut se connecter à soi, essayer de comprendre dans quel état émotionnel je suis et surtout avoir le courage de partager ça avec des tiers en espérant qu'ils vont faire quelque chose qui ne soit pas malfaisant pour moi. Voilà, et donc on arrive à ce deuxième aspect de on peut vivre à un moment donné une émotion, et pas que, il y a aussi le côté cognitif, mais on s'en revient à l'émotion, et ne pas forcément avoir envie de la dévoiler aux autres. Alors, pour de bonnes raisons ou de moins bonnes raisons. Et c'est là qu'avoir des outils, j'en reviens très pragmatique, de lecture de l'état émotionnel de son interlocuteur, permet d'aller au-delà des mots. Et peut-être laisser l'opportunité aussi à la personne, si elle n'a pas verbalisé son état émotionnel, mais qu'on estime que c'est le bon contexte, qu'on a, j'en reviens, le mandat, et que ça peut permettre peut-être de comprendre ou de faire grandir la personne, de lui proposer d'évoquer des choses que nous, on aurait perçues, mais qu'elle n'aurait pas verbalisées. Donc là, comment ça se passe concrètement? Alors attends, juste je refais un petit flashback quand même pour finir sur la connexion à soi et à ses propres émotions. Quels sont les champs d'application dans l'entreprise, puisque là on est quand même majoritairement avec une audience de gens qui s'intéressent aux applications dans l'entreprise. À quoi ça peut me servir d'être capable de comprendre l'état émotionnel qui me traverse, dans lequel je suis, ou alors, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, une émotion qui vient de façon répétée quand je suis dans telle ou telle situation. À quoi ça peut me servir? Et comment je peux le faire? J'ai deux questions. Donc, comment je m'outille et à quoi ça me sert? À quoi ça sert? Il y a vraiment cette côté d'être capable de prendre une décision qui n'est pas finalement trop pilotée par l'émotion. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'émotion, en fait, arrive, si on fait une ligne du temps, avant la partie cognitive. Donc, croire qu'on ne prend que des décisions rationnelles, c'est une illusion. Donc, il y a le côté, justement, émotionnel. L'émotion va finir teinter tout ça. Mais c'est d'en être conscient pour pouvoir, peut-être, à un moment donné, décider de postposer sa décision par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au contexte, et voire ne pas se laisser déborder par les émotions. Combien de fois je rencontre des dirigeants qui me disent qu'effectivement, sous le coup de l'émotion, j'ai décidé de... Alors, ça peut être dans les différents sens, ça peut être licencier quelqu'un, mais ça peut être aussi dans un état euphorique, signer quelque chose. Attention, c'est dans tous les spectres. Et donc, la décision, après, on peut peut-être la regretter. Donc, encore une fois, c'est poser les choses pour prendre des décisions, finalement, qui sont beaucoup plus éclairées, qui vont beaucoup plus être objectivées. Et deuxième question, c'est le côté par rapport à soi. Premier élément, c'est de connecter à soi. Alors, je sais que tout le monde en parle et c'est facile à dire, mais c'est vraiment prendre du temps de ressentir ce qu'il se passe en soi. Et ça passe par, entre autres, par exemple, sentir son rythme cardiaque, justement commencer à bien comprendre ses mouvements faciaux, ses expressions faciales, aussi les tensions musculaires, etc., qui sont des manifestations complètement objectivables d'un changement d'état émotionnel. Donc, si on commence à être conscient de ces différents changements psychophysiologiques et autres, on va pouvoir se dire « je suis dans un état émotionnel » alors que je n'en ai pas encore conscience. Et c'est ça, toute cette idée de gestion et aussi émotionnelle, c'est de se rendre compte avant que l'influence ne soit trop grande. Si on est en train de se lever autour d'une table et de crier, normalement, il n'y a pas trop d'ambiguïté, on le sait. Mais c'est trop tard, on est piloté par l'émotion. L'idée, c'est justement de revenir en arrière sur cette ligne du temps pour conscientiser le changement d'état émotionnel pour pouvoir encore y faire quelque chose de manière rationnelle. Et toi, de ton expérience, est-ce que ce sont différentes disciplines? Je vais prendre, je sais pas, des gens qui vont faire du yoga, des gens qui vont faire des arts martiaux, des gens qui vont faire de la méditation ou qui vont faire des choses qui vont leur permettre de développer à combien de temps cette capacité de lecture, de centrage sur soi. C'est la conséquence de la pratique de ces disciplines qui t'amène à améliorer ta compréhension de tes propres émotions, ou alors il y aurait une discipline à laquelle on pourrait aller s'inscrire, qui serait compréhension de mes émotions. C'est le lundi soir de 18 à 20h à la MJC à côté de chez moi, et ça me permet de pratiquer et de progresser. Comment ça se passe dans les faits? Alors, je dirais qu'il y a les deux. Comme souvent, comme pour beaucoup de choses, il y a les deux et c'est complémentaire. Qu'on fasse du yoga, de la sophro ou des arts martiaux, ayant fait des arts martiaux pendant de nombreuses années, ça amène énormément de choses, de conscience de soi, de compréhension de soi, de maîtrise de soi. Mais il y a peut-être certaines clés qu'on ne va pas juste comprendre. Et c'est comme tout, il faut que ça nous convienne.
Mais il existe effectivement des protocoles purement de lecture émotionnelle, et donc ça s'apprend aussi. Donc là, il y a des protocoles très, très, je dirais, normés, qui permettent de passer au travers des émotions, et sans créer des biais aussi. C'est pour ça qu'il faut ce côté protocole, parce que si je te dis, peux-tu te souvenir d'un élément, par exemple, de joie, la joie peut peut-être être teintée de quelque chose derrière dont tu n'as pas envie de te souvenir, etc. Donc il y a des mélanges. Donc là, on va faire finalement revivre des choses de manière biologique pour éviter qu'il y ait des biais. Donc c'est, encore une fois, complémentaire. Ok, et toi, tu pratiques ça? Je veux dire, tu donnes des cours de compréhension. Comment ça s'appelle d'ailleurs cette discipline? C'est quoi la compréhension des émotions? Ça a un nom? Alors, c'est aujourd'hui le côté marketing qu'on va retrouver beaucoup, c'est ce côté intelligence émotionnelle, Ah, ok. mais qui est plus, si même on regarde, c'est en fait une compétence émotionnelle. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'une compétence, ben voilà, ça s'apprend. Et donc, ce côté Donc avec un coach? un coach, un formateur, et donc Ok. en dehors de l'APM, le gros de mon métier, c'est ça, c'est de former, c'est de transmettre, comme dirait un copain, passer les clés du camion Ok. sur ce côté gestion des émotions, lecture des émotions, et puis ce côté, on en reviendra, analyse comportementale de l'autre. Mais donc, c'est au travers de formations qui sont plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Alors je sais que tu fais beaucoup de mise en pratique, aussi que dans le cadre de tes journées APM notamment, il y a de la vidéo, il y a des choses dans lesquelles justement tu permets de repartir de cas pratiques. Qu'est-ce qui serait radiophonique pour pouvoir expliquer, tu te disais un peu tes grilles d'analyse ou des choses un peu plus sérieuses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont radiophoniques ou alors non, il faudrait quand même plutôt qu'on passe par regarde Rémi, je t'affiche telle vidéo et on l'analyse ensemble. Alors, l'analyse du comportement ou l'analyse d'émotions passe par différents canaux. En tout cas, dans nos jargons, c'est comme ça qu'on appelle ça, les canaux. Et il y a des canaux qui sont effectivement visuels, tels qu'on en veut, les expressions faciales, la gestuelle et autres. Mais il y a aussi effectivement des aspects liés au langage et à la voix, ou certains qui sont spécialisés dans le son, je dirais un peu la musique de la voix. Et donc, c'est clair que simplement, si on est en train de parler tous les deux, et à un moment donné, tu me poses une question et puis que tu m'entends parler comme ça, ma voix montant en volume et devenant plus rauque, c'est probable qu'il se passe un élément lié à la colère. Ok. Voilà, donc il y a des choses qu'on va pouvoir entendre. Et je suis certain que les gens qui se disent « Ah bah oui, quand j'ai ma femme, mes enfants, mon meilleur ami, peu importe, au téléphone », quand on a l'habitude d'avoir les gens au téléphone, on reconnaît ces changements. Et donc, quand un copain vous dit « Bah oui, je vais bien » et que vous lui dites « Toi, ça va pas aujourd'hui », vous entendez à savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, ces changements de volume, de timbre, etc., sont des indicateurs d'émotion. Et inversement, par exemple, la tristesse, on va avoir plutôt le volume qui va avoir tendance à baisser, à diminuer. Donc, on va avoir les gens qui parlent normalement, puis à un moment donné, voilà, le volume va diminuer, entre autres, et donc ça va pouvoir complètement s'entendre. La joie aussi s'entend très fort, je dirais, au niveau de l'oreille. Donc, ce sont tous des éléments qu'on peut aussi entendre. D'accord, donc là c'est vraiment, on apprend la théorie et puis après on met en pratique. Oui, et la bonne nouvelle par rapport à la mise en pratique, c'est comme ça touche à soi et à l'autre, ça peut se pratiquer tout le temps. Et oui. Alors, c'est pas que au boulot. Alors, bien sûr, on en revient, c'est un gros moment, un gros morceau de l'entreprise, mais ça peut aussi se pratiquer à la maison avec les conjoints, les enfants ou autres. Et c'est une pratique qui peut se faire en permanence à partir du moment où on a un intérêt pour le sujet, bien entendu. Moi j'ai eu l'impression de vivre un petit changement de paradigme, il y a, je sais pas, ces 15 dernières années dans le monde de l'entreprise où on a dit un peu aux gens de façon systématique, on n'a plus besoin de mettre un masque, on n'a plus besoin de mettre de se parer d'attributs particuliers quand on passe la porte de l'entreprise. Essayez d'être vous-même, essayez d'être authentique. Il n'y a plus de différence entre le soi au travail et puis le soi à la ville, etc., etc. Est-ce que toi, tu as aussi assisté à ce changement-là? Et ça ne se décrète pas, j'imagine. Toi, tu vas me dire, on ne peut pas décréter... Alors, je l'ai entendu. Le problème, c'est ce que je l'ai vu, pas trop. D'accord. On revient comme dans beaucoup de théories, faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais. Or, en management, il y a une règle d'or qui est le côté walk the talk. Si je fais quelque chose, si j'ai quelque chose, il faut que je le fasse aussi. Ouais. Et ça, c'est le problème quand on discute avec certains salariés, peu importe le niveau même hiérarchique, c'est on nous dit qu'on peut se permettre d'aller trouver le boss, par exemple, lui dire un truc, sauf que dans les faits, il ne nous écoute pas. Et donc, c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le faire. Et ce que tu nous dis, si je lis entre les lignes, c'est surtout qu'ils ne nous écoutent pas, on le sait, même si on n'a pas mis les mots là-dessus. On le ressent. On le ressent, mais déjà, ça va se ressentir, par exemple, si le temps n'est pas offert à l'autre. Ou si le temps qui est offert, je dirais, en façade, la personne qui est là, alors peu importe le niveau, encore une fois, de plus en plus de autres, finalement, est en train de faire ses SMS ou est en train de lire ses emails à ce moment-là. Il y a du temps, oui, mais ce n'est pas du temps de qualité. Or, c'est ça qui change la donne.
c'est pas d'offrir une réunion à quelqu'un pendant 1 heure, c'est peut-être d'offrir 15 minutes, mais 15 minutes de qualité, 15 minutes où on est réellement à l'autre, avec l'autre. Et cette idée, c'est vraiment de comprendre l'autre. Et j'en viens à comprendre au sens premier du terme, c'est prendre l'autre avec soi. Et pour prendre l'autre avec soi, il faut, encore une fois, être complètement présent. Et donc, rien que ça, si vous demandez à quelqu'un qui vous dit « Bah oui, moi, j'ai une réunion avec mon boss, ou la RH, peu importe, et elle faisait ses emails alors que j'étais en train de lui parler, bah ouais. » Donc là, oui. Et puis, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste du non-verbal pour comprendre que quand tu parles à quelqu'un qui est en train d'écrire un SMS, c'est pas bon signe. Et alors, comment t'expliques qu'on ait quand même l'impression d'être en train d'écouter quand on est en train de faire un message alors que quelqu'un nous parle? Ça, c'est quand même un classique. Le nombre de fois où je me suis entendu dire non, non, mais je t'écoute, hein, ou alors où on m'a dit non, non, mais je t'écoute, alors qu'on sait. Oui, mais il y a un peu le côté aussi, comment est-ce qu'on peut dire, bienveillance, bienséance ou politesse, mais dans les faits, déjà offrir finalement son attention à l'autre au travers de tous les canaux, ça demande ce que j'ai dit au début, beaucoup d'énergie. Donc, faire 3 choses en même temps, oui, pour capter quelques mots, mais encore une fois, ces mots, c'est peut-être ce que la personne va vous dire verbalement, mais ce n'est pas le message peut-être qu'elle essaye de passer. Il y a plein de choses en dehors de ça qui vont juste être complètement perdues. On m'expliquait il n'y a pas très longtemps que les émotions, je ne pouvais pas vraiment, j'en suis pas responsable, les émotions qui me traversent, si j'ai peur ou si je suis en joie quand on m'annonce une nouvelle ou que j'ai du dégoût, bon, moi, j'en suis pas responsable, me traverse. Mais que c'est très court. Et que par contre, les sentiments qui vont découler de cette émotion-là, ça, j'en ai la responsabilité et j'ai la faculté de me gérer, quoi. Et de pas surréagir à quelque chose qui m'a énervé ou au contraire de pas monter sur la table de joie à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle dans l'entreprise. Est-ce que j'ai bien compris? Alors oui, après, il y a une histoire de jargon. Alors, justement, une émotion, c'est quoi? Donc, c'est une réaction automatique et qui est non consciente. Donc, c'est opaque à la conscience. Donc, dès qu'on est soumis à un stimulus, quel qu'il soit, alors encore une fois, qu'il soit visuel, auditif ou olfactif ou autre, peu importe, des 5 sens. Alors, juste parenthèse aussi, il faut savoir que simplement aussi, des fois, même en dormant, en rêvant, on peut provoquer une émotion. Donc, dès qu'on est soumis à un stimulus qui est important pour nous, une émotion se déclenche. Okay. Mais après, l'amplitude ou l'ampleur de cette émotion, des fois, elle est tellement petite qu'effectivement, on ne la conscientise pas, mais parce qu'on n'est pas non plus en train d'être conscient. Ouais. Et puis, il y a des moments où c'est beaucoup plus fort et on va en avoir conscience. Et donc, déjà, ces 2 aspects de à partir de quel moment ai-je conscience que je suis dans un état émotionnel est un sujet. Et on en revient, le but après, une fois que j'en ai conscience, c'est ça effectivement qu'on va appeler le sentiment. J'ai la conscience finalement au travers de mon corps qu'il est en train de se passer quelque chose. Et alors là, qu'est-ce que je vais en faire? Et est-ce que je me laisse déborder ou pas? Est-ce que je suis capable de mettre une pause, de me questionner et de prendre la décision qui est la bonne? Mais j'en reviens, pour pouvoir faire ce qui est conseillé, de prendre du temps de réflexion, il faut que cette conscience émotionnelle, elle remonte avec ligne du temps. Il y a certaines personnes, il suffit des fois de regarder dans la rue, elles ne constatent leur état émotionnel que quand elles sont déjà complètement débordées. C'est le problème de quand ai-je la conscience de ça? Je ne sais pas si je te réponds comme ça. C'est très clair. C'est très très clair. Et ça donne envie de justement prendre plus de temps pour essayer de s'écouter. Et parce qu'on arrive déjà à la fin, en tout cas au bout de cette discussion passionnante, et on n'a même pas encore parlé de détection de la vérité. Donc ça, t'en as fait une de tes spécialités? Absolument. C'est le gros de mon temps, que ce soit en privé, en secteur étatique, judiciaire, aéroportuaire, etc. Donc là, le point, c'est le même finalement. On part du même point de départ qui est de dire qu'il y a beaucoup de non-verbal, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir masquer, maquiller, mais enfin voilà, qu'on ne peut pas. Et que si on sait détecter, décrypter, analyser ça, on va pouvoir avoir plus d'informations, en tout cas plus vraies, que ce que la personne va chercher à nous dire. Et est-ce que ça marche dès le préventif? Est-ce que toi, quand tu dis en aéroportuaire, est-ce que tu es avec la caméra et que tu regardes les gens qui sortent de l'avion et tu dis, tiens, celui-là, tu devrais aller le contrôler? Alors, c'est même avant ça. Alors, justement, aujourd'hui, date particulière. Eh oui, on enregistre, on est le 11 septembre 2023. Et donc, effectivement, dans les protocoles, il y a des protocoles qui sont complètement préventifs. Et donc, ça peut être quelqu'un qui sort effectivement de l'avion, mais juste dans un site public tel qu'un aéroport ou une gare, c'est de regarder les gens, comment est-ce qu'ils se comportent dans le lieu public et de voir effectivement s'ils ont un comportement qu'on pourra considérer, je dirais, anormal / malveillant. Et le but après, c'est d'aller au contact. Mais donc, c'est vraiment toute cette phase de
détection primaire, finalement jusqu'au contact, et alors au besoin, on va isoler la personne pour faire une interview. Voilà. Et donc l'interview, après les méthodes d'interview peuvent s'appliquer aussi bien à du recrutement, à la négo, qu'à du judiciaire. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? Le fameux détricoter le vrai du faux? Oui, détricoter le vrai. Alors, je dirais il y a vraiment les deux. Quand on rencontre une personne peut-être pour la première fois, et si on prend le monde de l'entreprise, j'en reviens, pour un recrutement, si on ne la connaît pas, c'est déjà détricoter le vrai du faux, savoir si la personne elle nous dit qu'elle a quitté l'entreprise précédente, pourquoi, comment, si elle nous dit ce qu'elle dit, c'est vrai. Et là, tu me parles, excuse-moi, je rebondis, tu me parles de choses conscientes. Est-ce que toi, tu essaies aussi d'actionner des mécanismes qui permettent de travailler sur l'inconscient? Parce que des fois, je vais te dire, je suis compétent pour telle tâche. Moi, j'ai sincèrement l'impression de l'être. Dans les faits, pas au niveau de de ce que tu attendrais. Oui, alors justement, c'est au travers du questionnement et de l'échange avec l'autre qu'on va pouvoir valider. Parce que les signaux qu'on va percevoir, alors qu'ils soient conscients ou non conscients, ça reste finalement une forme d'indicateur, de KPI, mais il faut encore l'interpréter, ce KPI. Et donc, il y a le travail de questionnement, de relation à l'autre, pour pouvoir valider ou invalider ce qui est en train de se passer. Donc, dans l'entreprise, principalement recrutement. Ah oui, négo, bien sûr. Négo. Et puis, je dirais, le management au quotidien, la relation avec ses équipes. Quand on arrive en période où il y a par exemple les entretiens annuels, c'est pas mal de savoir ce qui se passe. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, quand on demande aux dirigeants comment ça se passe les recrutements, ils nous disent qu'ils ont un peu du mal. Mais alors, ce serait pas mal de regarder les gens dans l'entreprise. Or, il y a des gens qui quittent l'entreprise et que des dirigeants, je ne l'avais pas vu venir, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a un travail à faire aussi de prise de conscience à ce moment-là pour éviter peut-être le départ. Donc là, si on veut monter en compétence là-dessus, on a deux options en gros. Arnaud, toi, tu viens coacher, former, accompagner, et ça c'est au long cours. Soit tu viens en super carte maîtresse dans notre jeu, le Joker, où je joue ma carte Arnaud sur une grosse négo, sur un recrutement stratégique, peut-être si j'ai un problème avec quelqu'un dans mon entreprise. Oui, ces deux sont possibles. C'est les deux options. Je le conseille. Ah, c'est pas mal ton métier quand même. C'est intéressant. Mais par contre, tu n'es que dans des situations critiques. Alors souvent, pas que comme pour le recrutement, il y a quand même plein de choses. Quand finalement on trouve le bon candidat et que le bon candidat va matcher les besoins de l'entreprise et que les deux sont contents, c'est super. Je reviens sur des fois le côté judiciaire, c'est un monde qui est beaucoup plus dur, on est face à certaines atrocités, mais quand au final on arrive, alors avec un vrai travail d'équipe, ça j'insiste, c'est vraiment avec l'ensemble des différents intervenants, on arrive à faire évoluer les choses et faire, alors je dirais, éclater la vérité, et souvent pour des personnes qui ne sont plus là. Donc c'est pour ceux qui restent que la vérité est importante. Au final, le résultat est aussi finalement magnifique par rapport à ça. C'est un peu plus dur comme parcours ou comme chemin, mais le résultat est encore plus beau. Donc au final, ça reste très beau. Quand tu dis il y a plusieurs, c'est qu'il faut venir pondérer ce savoir-faire que tu as, ou il y a besoin de croiser avec quoi d'autre du coup comme compétences ou comme... Mais non, je dirais dans le monde judiciaire, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de compétences, il y a besoin de compétences technologiques quand on veut faire de la téléphonie, quand quelqu'un était. Il y a peut-être besoin de laboratoires pour l'ADN, les empreintes digitales, etc. Et puis, il y a l'analyse du comportement qui est un élément dans l'ensemble, avec aussi d'autres équipes sciences comportementales. Donc, et puis, il y a les enquêteurs qui connaissent les dossiers. Donc, c'est vraiment du travail d'équipe. On va tous là, chacun avec finalement notre outil ou notre boîte à outils. Et l'objectif, il est commun. Donc, c'est vraiment comme une équipe, je dirais, vu la période d'une équipe de rugby. Il n'y a pas d'ego et on va tous là pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est, voilà, chacun contribue comme il peut. Et que la question, elle vienne de moi ou d'un collègue au final, si c'est une question qui permet de faire avancer les choses, c'est ça qui est top. Et il y a une série qui est à succès, Lie to Me, qui a quelques saisons déjà au compteur. Ça fait du bien ou du tort à ton métier? Alors, je dirais que si on la regarde avec un peu de recul et la saison 1, ça fait du bien. Saison 2, saison 3, ça devient plus une série policière qu'une série, je dirais, scientifique. Et puis, le problème, c'est toujours les interprétations qui sont faites. Et il y a une parenthèse, c'est que la base de la série Lie to Me est scientifique. Mais le problème sur, 45 minutes comprises, c'est qu'ils doivent couper un peu les coins. Et des fois, les conclusions qui sont faites ne sont pas les bonnes. D'ailleurs, une étude qui a été faite comme ça pour comparer les gens qui n'avaient pas vu Lie to Me, leur capacité à détecter le mensonge, et les gens qui avaient vu Lie to Me, ils étaient meilleurs ou pas. Okay. Et le bilan, c'était qu'ils étaient moins bons. Ah mince. Donc, si on n'a pas, c'est pour ça, les vrais protocoles derrière qui permettent de prendre du recul et d'appliquer les choses de manière, je dirais, bienveillante, ça peut amener un certain raccourci. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est le raccourci. Et toi, tu les as regardées toutes? Oui. Et un peu
as pris des notes et c'était pour progresser, pour te tester ou c'était vraiment plutôt ludique Vraiment, il y a eu les deux. Alors, certaines fois, c'était ludique et puis il y a des fois, c'était pour justement corroborer ou pas la science par rapport à ce qu'on retrouve dans la série. Et c'est comme ça qu'on voit qu'à un moment donné, la série évolue et Ouais, elle s'éloigne. le monde scientifique pour aller plus vers le monde fiction. Excellent. Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié d'aborder ou quelque chose qui te semble important à faire passer comme message ou à partager avec nos audiences? Alors, je dirais, c'est ce côté évitons les a priori. La première impression n'est pas toujours la bonne. Et donc, c'est quand on voit quelque chose, on entend quelque chose, parce qu'on déjà, il y a des choses qu'on fait un peu naturellement, c'est de le questionner, mais de le questionner avec bienveillance. On ne sait pas ce qui se passe chez la personne, on parle tout à l'heure de choses non conscientes, on ne sait pas ce sur quoi on va mettre le doigt, et donc c'est vraiment de questionner avec bienveillance. Alors, merci de rouvrir la discussion sur justement cette idée reçue de la première impression est la bonne. On a souvent, et moi j'ai souvent eu des experts qui te disent à l'inverse, connecte-toi à tes émotions, à ton ressenti, 90% des choses elles sont non conscientes et du coup ton intuition va te permettre tout de suite de te faire un premier niveau d'idée. Donc ça vient un peu... Comment on dit là avec ça? Il faut écouter son subconscient, son non-conscient dans les premières secondes quand tu rentres dans la pièce ou pas alors? Alors, on peut faire une série de tests à l'occasion. Ouais. Rentrer dans la pièce et juste regarder les gens et ou voir des gens qui rentrent dans la pièce et comment on se positionne. La première impression n'est pas souvent la bonne. Ok. Pour mille et une raisons, parce que ce qu'on va activer, c'est nos propres filtres, nos propres biais. Et des filtres, des biais, ça te s'éduque. Donc, si à un moment donné, dans ton équipe, et j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit « Ah ouais, un mec, je viens de le voir, pour moi, il a volé. » Mais pourquoi? Parce que dans mon entreprise, il y a 2 semaines d'ici, j'ai pris un commercial à voler. Il ressemble au commercial comme 2 gouttes d'eau. Donc, mon commercial avait volé. Ce gars-là, il a volé. Et je lui ai dit « T'as rien d'autre en stock ?» Non. Et c'est ça le problème. Donc, encore une fois, l'instinct ou l'intuition, oui, mais après, l'avoir rééduqué. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de formation, pas juste d'information, il y a 2 phases. Finalement, on va désapprendre certaines choses pour pouvoir réapprendre dessus avec des éléments robustes. Et pour après recréer une forme d'automatisme et d'intuition, mais qui a été éduqué ou sensibilisé ou affiné. Et il faut le cycle minimum pour pouvoir bien se rééduquer. C'est combien de temps de formation à ton avis? Ah oui, d'accord. Donc ça va, c'est quand même encore à portée de tout le monde. Et après, c'est comme tout, c'est comme le vélo. Ouais, plus tu pratiques. Voilà. Et tu fais ça quoi? Tu formes quoi? Des boards plutôt? Ou plutôt des RH ou des gens ou un niveau direction? Ou tu as des boîtes où on te dit, bah moi je veux former tout le monde à ça parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on veut développer chez nous, qui est stratégique. Ça a vraiment à tous les niveaux. Je dirais alors quand même premier niveau hiérarchique, vraiment le côté un peu frontline, jusqu'à des boards et avec bien sûr un appli, peut-être un peu plus ancré au niveau des départements RH qui sont là des fois pour faire un peu le rappel à l'ordre ou comme personne de confiance ou autre. Mais c'est vraiment tout niveau. Les commerciaux, on imagine. Ça serait une population à former. C'est clair que pour certaines pratiques, les commerciaux sont un bon public ou un public cible et qui ont encore une fois l'avantage de pouvoir mettre ça en œuvre tous les jours. Ben oui. Arnaud, un grand merci pour ces échanges. Moi, ça m'a éclairé, ça m'a donné envie de mieux encore décrypter les émotions qui me traversent et puis de faire attention c'est ce que je retiendrai, une idée clé sur la fin, de faire attention à la première intuition et justement à se méfier de moi-même. Hein. Voilà. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour les questions et les échanges. Avec grand plaisir. À très bientôt, salut Arnaud.